Alors, on va être très sérieux. Nous sommes à Agen, rencontre philosophique Michel Serres, demain notre terre. Moi, j'ai entendu des débats d'une qualité extrême. Ça m'a réconcilié un peu avec mon angoisse, parce qu'à la fois, je me suis dit, oui, j'ai raison de m'angoisser. Demain, la terre, c'est pas sûr qu'elle soit là. Et en même temps, j'ai entendu tellement de solutions intelligentes que je me dis qu'il faudrait voter. Donc, je vous propose qu'on vote aujourd'hui la loi, qu'on appellera la loi d'Agen, qui interdit les selfies. Donc, merci à la personne qui a eu le courage. Et puis, on est entouré d'illustres. Moi, je me dis, on pourrait faire notre jeu de paume. Qui est pour? On interdit les selfies. Oui. Alors, je ne sais pas si la personne qui a posé cette question, elle n'est certainement pas allée au musée hier, parce qu'au musée, moi, j'étais seule. Donc, c'était un ravissement. Et je me suis dit, effectivement, ça ne m'est plus arrivé depuis très longtemps de pouvoir voir les tableaux. Je pense que la personne qui est un petit peu énervée ce matin a voulu voir la Joconde. Mais on ne voit plus la Joconde. On ne la voit pas. Vous ne voyez pas la Joconde. Mais vous ne voyez pas les gens qui voient la Joconde. Non, c'est pas ça qui gêne. On voit les gens qui ne voient pas la Joconde. Parce qu'ils font ça. En fait, on ne voit pas la Joconde parce qu'on voit les gens qui ne voient pas la Joconde. Et alors moi, ça m'est arrivé, figurez-vous, j'aime bien la philosophie in situ. Donc, je leur demande, alors souvent, c'est pas des Français, donc évidemment, on parle la langue de tout le monde, l'anglais. Et je leur dis, mais why are you doing this selfie? You just don't look at the Joconde. You look at the Joconde. Et en fait, c'est ça. Donc oui, appelons-la la loi d'Agen, on interdit les selfies. Pourquoi? Parce qu'en fait, non seulement, nous, quand vous voulez y aller, alors après, j'ai des moments plus enragés où je dis, please, get out, I want to watch at the Joconde. Ça, c'est ma version quand même la plus courante. Dans les musées, je suis contente qu'il y ait quelqu'un comme moi parmi nous. Je suis, alors pas ces terroristes qui pensent qu'en mettant de la soupe sur les tournesols de Van Gogh, ils vont sauver la planète, mais je suis celle qui dit, mais s'il vous plaît, laissez-moi voir les tournesols. Alors Ulrich, je me dis, il y a moins ça. Maintenant, on va les prendre en photo, vous pouvez être sûr. Les tournesols, c'est fini, vous les verrez plus. Vous verrez les gens qui ne voient pas les tournesols. Mais la Joconde, je suis énervée. Je dis, please, I want to watch at the Joconde. Pourquoi? Mais pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'effectivement, le selfie fait que vous ne la voyez pas, vous lui tournez le dos. Mais la Joconde n'est pas notre amie. On parle beaucoup, j'ai entendu beaucoup des intervenants parler de l'anthropomorphisation. Des animaux, notamment. Alors, Comment? Non, mais je vais le faire. Je suis cartésienne, donc moi, clarté et distinction, c'est mon slogan, donc je vais clarifier. L'anthropomorphisation, notamment des animaux, c'est simple. Vous regardez des documentaires animaliers. Bon, moi, je le fais, encore. Mais pareil, j'enrage. Mumba, le petit lionceau de Serengeti, est très heureux d'avoir fait sa première prise. Donc, il est content d'être le prédateur qu'il est et va se reposer aux côtés de sa maman. Mumba, déjà les animaux, on ne sait pas s'ils veulent des prénoms. Mumba, pas sûr. Mumba, le petit lionceau, est très content d'avoir fait sa première prise. Le contentement, la satisfaction d'avoir accompli l'acte pour lequel on est censé être programmé ou l'acte qu'on doit faire. Est-ce que Mumba, le petit lionceau, a effectivement la représentation d'une finalité? Voilà ce que je dois faire, je suis un lionceau. Et non seulement la représentation d'une finalité, mais d'un désir qui obtient cette finalité. Je suis content parce que j'ai tué ma première antilope. Même pour les humains, c'est pas certain que le désir soit satisfait d'avoir obtenu ce qu'il visait. C'est pas certain. Vous avez un auteur comme Hobbes qui vous dit « La vie est une marche continuelle du désir qui ne cesse qu'à la fin, qu'à la mort. »
Mourir, c'est ne plus désirer. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le contraire de ce qu'on dit de Mumba. Hobbes veut vous dire, qu'est-ce que veut le désir? Il veut pas la satisfaction, ça c'est mourir. Il veut pouvoir continuer à désirer. Et il le dit, nous voulons nous assurer le pouvoir continu de cette marche en avant du désir. Donc déjà pour les humains, c'est pas certain que le désir veuille s'épuiser dans la consommation de l'objet de son désir. C'est pas certain du tout. Mais alors pour Mumba, donc l'anthropomorphisation, très simplement, et on y reviendra parce que la philosophie n'est pas de la définition, donc vous avez bien fait de m'interrompre, la philosophie c'est de la problématisation. Donc pour Mumba, l'anthropomorphisation, c'est lui prêter des sentiments qui sont humains, anthropomorphes, qui ont forme d'humain, mais qui même pour l'humain ne sont pas si certains. On vient de le voir, on a un auteur comme Hobbes qui vous dit c'est pas certain que le désir veuille sa satisfaction. Ce que veut le désir, c'est continuer à désirer. Donc le prêter à Mumba, c'est problématique. Il vient se réconforter auprès de sa maman Shumbi. C'est pas sûr que la maman ait envie d'être appelée Shumbi. Bref. Donc l'anthropomorphisation des animaux, on en parle, j'en ai entendu parler ce week-end, mais on oublie l'anthropomorphisation des œuvres d'art. Parce que qu'est-ce que ça fait de se prendre en selfie devant la Joconde? Ça implique que la Joconde, c'est mon ami. Je viens partager un moment de convivialité avec Mona Lisa. Et je me prends en photo avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, je lui prête des sentiments que je peux prêter à des amis humains. Où, effectivement, là aussi, on se prend en selfie. Attends, on se fait un selfie, comme si ce qu'on vivait n'avait de sens que si on le prenait en selfie. Mais la Joconde, on lui prête des sentiments d'amicalité, de proximité, alors qu'une œuvre d'art, peut-être que c'est vrai pour les animaux, hein, mais une œuvre d'art, elle vaut par elle-même. Elle ne vaut pas parce qu'elle est en train de me dire quelque chose. Oui, vous allez me dire, mais bien sûr, il y a des messages, l'art nous dit quelque chose. Et si l'art était d'abord de l'art parce qu'il ne nous dit rien? Et si on apprenait, en allant dans les musées, à s'oublier soi-même? C'est-à-dire pas, qu'est-ce que Mona Lisa a à me dire aujourd'hui? Mais rien, elle te demande de te taire, Mona Lisa. Vous comprenez, je ne dis pas que l'art n'a rien à nous dire. Je dis que peut-être dans les musées, c'est encore un lieu, un sanctuaire, où se pratique la loi du silence. Mona Lisa, elle vaut d'abord pour elle-même. Vous allez me dire, peut-être c'est plus facile pour la musique. Peut-être qu'à un concert, on n'a pas à se dire, qu'est-ce que, dans ce premier mouvement de la 6e de Beethoven veut me dire? Rien. Il veut qu'on entende pour elle-même les notes, ce que ça fait. Et c'est comme ça que j'explique le fait que dans un concert, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a tout d'un coup un sanatorium qui se constitue. Tout le monde est en train de tousser. Vous avez remarqué ça? Je ne comprends pas. À un concert, on a l'impression que tout le monde a envie de tousser. Mais parce que je crois que c'est difficile pour nous humains de nous taire. Et d'accorder de la valeur à ce qu'on a en face de soi ou autour de soi dans la musique et de ne rien dire. Donc il y a une anthropomorphisation de l'œuvre d'art. Mona Lisa, en réalité, c'est pas mon amie. Mona Lisa, elle est unique, elle est inappareillable. On ne peut pas la mettre en couple. C'est ça une œuvre d'art unique. Alors on pourra la mettre sur des posters, des tapis de souris. Alors quand vous allez à la boutique du Louvre, là, vous comprenez, elle est partout, hein. Partout. Il y a même du thé, je crois, maintenant, une boîte de thé où il y a la pauvre Mona Lisa. Mais ça, c'est ce que des philosophes ont appelé la culture industrielle. C'est-à-dire qu'en fait, on transforme l'art en ce qu'il n'est pas. On l'anthropomorphise déjà. D'ailleurs, Mona Lisa sur mon tapis de souris, elle a quelque chose à me dire. Non. Et on reproduit ce qui n'est pas reproductible. Ça n'arrivera pas 2 fois, Mona Lisa. C'est maintenant. Et ce que le selfie m'interdit de voir, c'est cette rencontre entre Mona Lisa et moi. C'est pas en lui tournant le dos, c'est il se passe quelque chose. Vous avez je pense, le plus grand historien de l'art, Daniel Arras,
Il appelle son livre, il n'y a rien à voir. Et oui, il est encore plus radical que moi. C'est non seulement l'anthropomorphisation doit être interdite parce que ça fait que Mona Lisa doit forcément avoir quelque chose à me dire, mais surtout, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Parce qu'en fait, il y a quelque chose. Et alors, dans un entretien, Daniel Arras dit ce mot, et moi, ça a changé complètement ma visite des musées. Il dit ça d'une Madone de Bellini. Il dit à un moment donné, et la Joconde était le tableau préféré de Daniel Arras, il dit à un moment donné, le tableau se lève. Comme on parle d'un jour qui se lève, ou d'un paysage qui se dégage, ou du beau temps qui se lève. Tout d'un coup, il y a une assomption. Le tableau se lève. Et moi, ça a été ma méthode maintenant. Alors, dans les musées, je fais mon Daniel Arras. Le tableau se lève, ou ne se lève pas. C'est ce que dit Daniel Arras. Il le dit pour la Joconde. Il dit, je suis allé la voir des centaines de fois. Et il n'y avait pas la rencontre. Et il y retourne une fois et il dit, le tableau s'est levé. J'ai compris le décalage entre le paysage. Bref, je ne vais pas vous faire Daniel Arras, mais le paysage de la Joconde est impossible. C'est un paysage qui ne peut pas être... c'est pas un paysage. Et il dit, voilà, le tableau s'est levé. Mais si vous tournez le dos à la Joconde pour faire un selfie, si vous l'anthropomorphisez, c'est-à-dire, qu'est-ce que me dit la Joconde? Le tableau ne se lèvera pas. Donc on est d'accord. Appelons ça la loi d'Agen. Il faut interdire les selfies. Qu'est-ce que c'est? Le selfie, c'est l'invasion du moi, là où le moi devrait se faire tout petit, s'oublier. Sincèrement, moi, face à Mona Lisa, je cherche même pas à rivaliser quand même. Je vous le dis, je ne vais pas prendre un selfie parce que je pense que ça me ferait mal, narcissiquement. Il y a quand même plus dans la Joconde que moi, non? Donc, dans le musée, c'est l'invasion du moi, là où il devrait, mais je le conçois, c'est difficile, là où il devrait non seulement se faire tout petit, c'est-à-dire comprendre qu'il est face à plus grand que soi. Dans toute rencontre, il y a ça. Même dans la rencontre d'un ami ou de quelqu'un, on sent qu'il y a quelque chose de plus grand que l'addition de lui et moi. Il y a quelque chose. Et face à la Joconde, pour qu'il y ait vraiment la rencontre, il faut non seulement que je me fasse petit, voire que je me fasse oublier. Donc oui, on est d'accord, c'est le narcissisme contemporain. Il y a aussi autre chose qui me vient à l'esprit, qui explique quand même ce selfie, parce qu'on ne peut pas dire c'est juste drôle, il faut s'en moquer, il faut l'interdire, puisqu'on est à Agen, on prend des décisions pour sauver le monde. Mais il faut réfléchir à ce qui se passe. Moi, alors j'ai interrogé des gens, why are you doing this selfie with Mona Lisa? Et certains me disent, c'est intéressant, faites-le au Louvre. Il faut être comme ça, pardon. Certains me disent, parce que j'y suis, je suis au Louvre, j'y suis. Et je me dis, voilà, on transforme l'art en événementiel. J'y étais, regardez, enfin un selfie. J'y étais, de la même façon que j'étais au match de rugby hier, que j'étais à Agen, j'y étais. Vous voyez, on ne vient pas pour voir, mais pour dire j'y étais. D'où la prolifération, alors je ne sais pas vous, mais moi, de ces livres qui me mettent dans une angoisse qu'il faudrait médicaliser, c'est à deux doigts. Les livres comme les 1000 lieux à voir avant de mourir. Il y a la Joconde dedans. Les 1000 œuvres d'art à voir avant de mourir. Mais c'est ce livre qui fait mourir. Si vous devez voir les 1000 choses comme ça, c'est évident que vous mourrez. Vous mourrez de désespoir. Je veux dire, vous avez coché, c'est terrifiant, ces livres. Mais ça explique le selfie devant la Joconde. C'est pas la rencontre, attendre, laisser le temps pour que la Joconde et moi, nous existions, pour qu'il y ait cette rencontre, pour que le tableau se lève, comme dit Daniel Arras. C'est dire, j'y étais. L'événementiel artistique, j'y étais. Vous savez, les to-do list, les must-to-have-to. La Joconde, c'est un must-to-have-to. Avant de mourir, voilà. C'est ça l'angoisse. Et puis, si on réfléchit un peu plus, la philo, c'est des millefeuilles. On commence par, oui, c'est évident. C'est aussi, donc c'est ça, c'est j'y étais. C'est pas j'ai vu. C'est ça qui est intéressant. On transforme le voir en espace. J'y étais, regardez. Regardez, je suis avec la Joconde.
Et je pense qu'il y a aussi le fait que de nos jours, nous sommes, avec le développement personnel, de constituer notre vie en petite entreprise. Une petite entreprise, donc il faut un retour sur bénéfice, il faut gérer son chagrin, gérer son deuil, on fait de la gestion. On gère son deuil, on gère sa rupture amoureuse. Moi, je vous le dis tout de suite, je ne gère rien de tout ça. Je suis déjà contente de survivre à un deuil. On doit avoir une vitrine puisqu'on est une petite entreprise. D'où Instagram pour tout. Moi, j'ai des amis même, on dîne ensemble, ils prennent en photo la soupe au potiron. À moi, ça, voilà. Mais Instagram, on en rit là parce qu'on est des gens intelligents, on a le droit de détracter le monde. C'est pas vrai, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes devenus des petites entreprises. Ma petite entreprise ne doit pas connaître la crise même. Tout ce que je dois montrer, c'est que je suis heureuse. Ah, j'ai vu la Joconde. Ah, j'étais aux chutes du Niagara. Ah, on a mangé du potiron. Regarde, tout le développement personnel nous dit comment être heureux et le montrer. Il faut que ça se voit. Il faut que ça soit instagramisable, mon bonheur. On le fait pourquoi? Quand on vit quelque chose, il faut qu'on prenne une photo de cela. C'est parce qu'on nous demande, changez, améliorez-vous, donnez la meilleure version de vous-même. Alors si possible, ça fait bien dans la meilleure version de vous-même, qui est une photo de vous et Mona Lisa. Il y a pire comme décor. Voilà, nous avons transformé nos vies en petites entreprises. Donc dans les musées, moi je suis d'accord, dans les musées, on va appeler ça la loi d'Agen. La loi d'Agen, 13 novembre 2022, nous avons décidé d'interdire les selfies dans les musées. Et je vois des têtes qui disent, oui, on va aller porter ça à l'Assemblée. Oh, il y a bien des gens qui sont proches des sphères politiques qui vont faire remonter. Alors moi, j'avais demandé au musée d'Orsay, et ils m'ont dit oui, que ça avait été en discussion, de demander à ce que les visiteurs laissent leur portable en discussion. Donc, oui, nous sommes à des rencontres philosophiques où la philosophie a des mains, c'est-à-dire qu'elle agit. Donc d'accord, votons-le, faisons comme tous ces hommes, mais pas beaucoup de femmes. On va voter la loi d'Agen, interdiction des selfies. Dans les musées. Parce qu'alors, partout ailleurs, moi je pense qu'il en faut. En réalité, je pense qu'on devrait avoir du selfie en permanence. Donc s'il y a quelqu'un qui veut... Pourquoi? En fait, je comprends. C'est parce que il n'y a rien de moins certain que le fait d'être soi. Qu'est-ce que ça fait d'être soi? C'est quoi être moi? C'est quoi être ce que je suis? Vous allez me dire, alors là, on commence à être dans la philo. Mais non. La plupart du temps, je suis. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose hors de l'ordinaire pour que tout s'arrête et que je me dise, mais qui suis-je? La plupart du temps, nous sommes dans cette tautologie du moi, c'est-à-dire je suis. Je ne fais pas sans cesse retour ou réflexion sur moi pour savoir ce que ça fait qu'être moi. Donc en fait, à strictement parler, je n'ai pas de certitude sur qu'est-ce que ça fait d'être moi. Je ne suis pas en train de vous dire on ne se connaît pas soi-même, nous sommes un mystère inépuisable. Non. Je vais à la racine de cette expérience. Si je m'arrête là, et je suis obligée de m'arrêter et de dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais t'es qui? Mais vous voyez, il faut marquer un temps d'arrêt. La plupart du temps, nous nous contentons, et j'allais dire Dieu merci, d'être ce que nous sommes, enfin d'exister. Il faut vraiment, d'une certaine façon, que nous soyons hors de nous pour nous interroger sur c'est quoi être moi. Hors de moi, au sens strict, dans la colère. Dans la colère, il y a, je suis hors de moi. Dans le chagrin, dans l'échec, il y a quelque chose qui s'arrête. Et même, soyons plus précis, quand je n'y suis plus. C'est quand je n'y suis plus que je peux être certain que je l'ai vécu, que ça s'est passé.
En réalité, c'est là où je ne suis pas que je sais que je suis. Non ? C'est quand je me remémore, je dis « Ah ouais, mais quand j'étais enfant, la première fois que je suis allée au Louvre et que j'ai vu la Joconde, ça j'en suis certain. Je suis bien allée au Louvre. Il y a des photos même de moi. » Qu'est-ce que c'est que la photographie ? La plupart du temps, on dit la photographie, c'est pour fixer ce qui passe. Donc c'est une question de temps. On dit la logique de la photographie, c'est une logique temporelle. Ça éternise quelque chose qui n'est pas éternel, qui est précisément ce moment-là. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose de plus profond. Ça rend certain ce qui ne l'est pas. C'est absolument pas certain que de ce que j'étais à ce moment-là et de ce qui se passait. C'est pas vrai, c'est en voyant la photo que je dis « Ah oui, c'est le fameux dimanche où on a mangé ton fameux velouté au potiron. » Là, ça devient certain. Il y a quelque chose qui s'est fixé sur la pellicule. Il y a une certitude qui m'a été donnée. « Ah oui, c'était ce dimanche. À Agen, on a décidé qu'il fallait interdire les selfies. » Mais sur le moment, qu'est-ce que ça fait d'être là ? Il faut, vous allez me dire, si on le ressent, oui, mais il faut vous arrêter, il faut faire réflexion sur vous. Réflexion sur vous. Vous aggravez le problème. Pourquoi ? Parce que m'objectiver, c'est-à-dire me dire, oui, mais ça fait quoi d'être moi là ? Ça fait quoi en ce moment, de vivre ce moment ? Vous vous prenez pour objet. Vous vous interrogez sur vous. Vous regardez ou vous vous analysez ou vous réfléchissez à vous comme à quelqu'un d'autre que vous, c'est-à-dire quelqu'un d'autre que celui que vous êtes, puisqu'il faut bien qu'il y ait une extériorité. Vous vous mettez en extériorité alors que vous n'êtes qu'intériorité. Ça fait quoi d'être moi ? C'est un vécu. Un ressenti, si vous voulez, on le dit de nos jours, mais c'est un vécu. Mais si vous mettez ça à l'extérieur de vous pour essayer de comprendre ce que ça fait qu'être vous, c'est déjà plus vous. Non ? C'est déjà plus vous. Vous n'avez jamais fait cette expérience où vous entendez quelqu'un parler de vous ? Vous dites, ah bon ? Ah non, mais tu parlais de moi, là ? Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne me reconnais jamais. Ah bon ? Je suis comme ça ? Ah, tu penses à moi, là, quand tu dis ça ? Pas seulement parce que les autres n'ont pas accès au mystère que je suis pour moi-même. Oui, il y a de ça, mais pas seulement, plus profondément, plus ontologiquement, on dirait en philosophie, c'est-à-dire l'être même que vous êtes. Si vous vous mettez à réfléchir sur celui que vous êtes, c'est pas que celui que vous êtes, puisque celui que vous êtes, c'est celui que vous êtes. C'est pas l'objet que vous êtes en train d'analyser comme étant celui que vous êtes. De la même manière, quand j'essaie d'énumérer celle que je suis, j'essaie de faire ça pour m'améliorer quand même parfois. Je dis, tu es impatiente, tu es... Mais ça donne pas moi, ça. Nous ne sommes pas la comptabilité de nos traits de caractère. Il y aura toujours quelque chose qui échappe, c'est qu'est-ce que c'est qu'être moi ? Qu'est-ce que ça fait qu'être moi ? Ça, c'est insondable. Alors, mon neurologue, on a des grandes conversations avec mon neurologue. Il me dit, oui, ça, je pourrais presque vous l'objectiver à l'IRM. Je lui dis, just do it. Je dis, vous pouvez, c'est une grande, on va pas discuter de mon neurologue et moi, mais c'est une grande discussion qu'on a, parce que je lui dis, qu'est-ce que ça fait d'être moi ? Mais c'est pas ce que je lui dis. Très souvent, je lui dis, comment vous pouvez m'objectiver que de lire la seconde méditation de Descartes, ça fait ça chez moi ? Alors il me dit, si, pariétal droit, etc. Non, je dis, c'est la seconde méditation de Descartes. C'est pas l'introduction à l'esthétique de Hegel. Et qu'est-ce que ça fait sur moi ? Je vous demande pas de l'objectiver sur mon cerveau, ça, je suis d'accord avec lui, c'est pas là-dessus qu'on se dispute avec mon neurologue. C'est dans la suite. Je lui dis, le vécu que ça implique d'être en train de lire la seconde de Descartes, je suis pas sûre que vous me l'objectiviez. On se voit tous les ans, hein, lui et moi, donc ça fait un moment que ça dure, notre conversation. Donc, l'objectivation de soi, elle n'est pas possible, sauf avec les selfies. Ah ouais, là, si on avait tout d'un coup un selfie, je pourrais me dire, ah ouais, c'est vrai, non, mais ça s'est passé comme ça à Agen, dimanche matin. Ça s'est passé comme ça, c'est certain. La photographie, c'est une grande entreprise pour nous aider à supporter cette insécurité ou incertitude métaphysique fondamentale, foncière de notre être.
Qu'est-ce que ça fait d'être moi? Il faut vraiment qu'il nous arrive un pépin ou qu'on aille voir son neurologue pour qu'on s'interroge. Sauf dans le selfie, au moins la photographie nous dit, si j'étais à côté de monsieur et qu'on se prenait en selfie, mais monsieur a l'élégance de ne pas le faire, hein, au moins on se dirait, oui, il s'est passé quelque chose. Oui, d'accord, oui, ah oui, oui, c'était dimanche à Agen. Donc moi, je suis pour qu'on fasse des selfies très, très régulièrement. Alors, pas Instagram, hein, je ne les posterai pas, mais au moins je me dirais, j'aurai monsieur et moi en selfie, ah oui, Agen. Et ça réactivera ça. On aura la certitude que monsieur et moi, j'espère, on a vécu quelque chose ensemble. Donc, moi, je suis pour laisser en dehors des musées, je ne vais pas être d'accord avec vous. Je pense qu'il faut des selfies. Il faut lutter contre cette insécurité, cette incertitude fondamentale de notre être. Parce que même si vous me dites, si, moi, je suis certain d'être le père de 2 enfants, d'être agrégé de philo, d'être... Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes la comptabilité de vos traits de caractère? Pas sûr. Sauf pour les cartésiens. Alors, s'il y a des cartésiens dans la salle, bon, déjà, ils auraient dû m'arrêter immédiatement, me ligoter. Mais s'il y a des cartésiens dans la salle, ils peuvent partir. Eux, ils n'ont pas du tout ce problème. Je pense que les gens qui ne font jamais de selfie, mais grâce à la question de ce matin, je poserai la question dorénavant, êtes-vous cartésien? Je pense que les gens qui font la queue pour voir la Joconde, mais qui ne la prennent pas en selfie, je vais leur demander. Vous ne la prenez pas en selfie parce que vous êtes cartésien. Mais oui, pourquoi? Le cartésien, Descartes, il a fait Descartes, c'est quand même un des plus grands. Mais il a mis fin à l'incertitude métaphysique de savoir si c'est certain que je suis celui que je suis. Pourquoi? Parce que la question, c'est pas de savoir celui que je suis et de se demander si c'est certain, si je suis un tel, si je suis comme ça ou comme ça. Du moment même que vous êtes en train de vous interroger sur vous, c'est vous. Il a réduit la distance entre sujet et objet, il l'a même annulé totalement. Celui que je suis quand je pense à celui que je suis, c'est ce que je suis. Pourquoi? Parce que je suis en train de penser. Peu importe ce que je pense. Peu importe que je me dise je suis caractériel, agrégé de philo, père de 2 ans, peu importe. Il est en train de se passer quelque chose qui est indéniable, qui est absolument certain. Je suis en train de m'interroger sur moi, de penser, ça c'est certain. Et ça suffit à me dire qu'il est certain, je suis, j'existe. Il ne parle pas en français quand il le dit vraiment comme ça. Ego sum, ego existo. C'est une affirmation, c'est performatif. C'est-à-dire au moment même où Descartes le prononce, ou vous, puisqu'il vous dit de faire la même chose que lui, vous avez cette expérience métaphysique qu'au moment même où je suis en train de me dire « je ne suis pas certain, qui suis-je en fait? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je suis vraiment cette fille-là » Si on est cartésien, au moment où on se pose cette question, on existe. Ego sum, ego existo. Le Descartes, c'est le fait de s'appartenir. Je m'appartiens. Je ne suis pas éparpillée dans une incertitude qu'il faudrait fixer sur la pellicule. Je m'appartiens. C'est une affirmation de soi. Je suis, j'existe. Donc s'il y a des cartésiens, vous ne connaissez pas ce problème. Vous n'avez pas besoin de selfie. Seuls les cartésiens n'ont pas besoin de selfie devant la Joconde. Les autres, moi je pense qu'il faut en faire, souvent. Ne serait-ce que parce que, il y a 3 parties en philosophie, hein, donc j'arrive dans la dernière partie. Sven m'a fait signe. Il y a toujours 3 parties, ne me demandez pas pourquoi, on pourra en reparler, mais il y a 3 parties. J'arrive dans la 3e. Et là, je me dis, je réfléchis à la situation. Il y a vous voulez bien être la Mona Lisa? Il y a Mona Lisa, donc il y a une queue, si. Mais quand même, vous êtes Mona Lisa. Je suis un homme, je suis pas une femme. Mais c'est pas grave, le genre. On a aussi discuté ce week-end, c'est pas grave. Donc vous êtes Mona Lisa, et moi, je suis une touriste, et on se prend en photo. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Réfléchissez. C'est que je ne suis plus seule. Je suis avec Mona Lisa. En fait, on ne fait pas des selfies uniquement pour être certain d'exister quand on n'est pas cartésien. Donc pas pour fixer un instant, hein, pour être certain qu'on existe, oui, j'ai vécu ça. On veut être accompagné. Le selfie, il met fin à la solitude. Mais même quand je me prends moi-même, parce que oui, on peut aussi se dire, bon, Mona Lisa, après tout, c'est un accessoire. Hein.
parce que je le vaux bien, me prends en photo moi-même. Mais quand je me prends en photo moi-même, je ne suis plus seule. Je suis avec moi. On est deux. En fait, le selfie, on va franchir une étape supplémentaire dans l'insécurité métaphysique dont j'ai parlé, l'incertitude métaphysique d'être certain d'être celui que je suis. Et on va toucher autre chose, la peur de la solitude. La peur de la solitude qu'un cartésien ne connaît pas non plus. Hein. L'incapacité à être seul. C'est ça les selfies, l'incapacité à être seul. C'est quelque chose qu'a mis en avant Winnicott. Alors, vous allez sourire parce qu'il a un peu un prénom d'ours en peluche. Winnicott. Moi, j'ai hésité mon chat à l'appeler Winnicott, je trouve que... Et puis après, je l'ai appelé René Descartes, bien sûr. Mais Winnicott, qui est sans doute le plus grand psychanalyste du XXe siècle. Winnicott, que dit-il ? Il y a une peur fondamentale en l'être humain, qui commence dès la naissance, c'est la peur d'être seul. C'est la peur, d'abord, de l'absence de la mère. Mais si la mère s'absente, tout s'absente. Ben, c'est une question de vie ou de mort pour le nourrisson, hein, si la mère s'absente. Donc, cette peur primale, si vous voulez, ou première, de l'absence de la mère, nous pouvons la conserver toute notre vie. À moins de rencontrer Winnicott et de faire une cure de 15 ans. À l'inverse, symétriquement, Winnicott affirme la capacité à être seul. Je vous dis de mémoire, mais ce que je vais vous dire là, c'est sûr, il l'a dit, c'est son concept, est une force du moi. Et il ajoute, parce que ça vous allez me dire, oui, affronter la solitude. Non, non, c'est pas affronter juste la solitude. Sinon, vous ne seriez pas le plus grand psychanalyste du XXe siècle. Être capable d'être seul en présence de l'autre. Être capable d'être seul en présence de l'autre. Et si possible, de l'autre que j'aime et qui est censé m'aimer. Être capable d'être seul. C'est la grande solitude métaphysique. C'est la solitude saine. C'est la capacité, dit autrement, d'avoir une force du moi, une maturité, une assise, une solidité, à ce point constituée que même en présence de l'autre, vous pouvez être seul. C'est-à-dire vous n'attendez pas de l'autre qui vous prouve que vous existez. Vous n'attendez pas de l'autre qui vous dise qui vous êtes. Vous n'attendez pas de l'autre le fait de pouvoir se rassurer sur cette incertitude fondamentale dont nous avons parlé. Qu'est-ce que c'est qu'être moi ? Vous avez une interaction avec l'autre. Vous avez des dialogues, des confrontations, des conflits. Mais tout cela se fait sur l'horizon de cette grande solitude, cette solitude saine. Pour Winnicott, la solitude, c'est la preuve d'une bonne santé de l'esprit, une bonne santé psychique. Je peux être seul, mais je peux surtout être seul en présence de quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des ressources, vous faites du moi votre ressource. Ne nous trompons pas, vous allez me dire « Ah, mais c'est réintroduire le narcissisme dont on a... » Pas du tout. Ou alors un narcissisme sain, non pathologique. Alors il faudrait trouver un autre mot. Winnicott l'appelle la force du moi. C'est la capacité à vous dire, même en l'absence de tout autre, ma mère, Mona Lisa, monsieur, même si tous les 3 rangs partaient, je sais qui je suis. Je sais que je suis. Ce que je suis, la force du moi, si je le dis autrement, la force du moi, telle que Winnicott essaie de la mettre en place, cette force solitaire du moi. Ça ne veut pas dire que vous ne supportez pas les autres. Attention, ça veut dire que en compagnie des autres, vous avez cette capacité à être seul. C'est-à-dire à être ce que vous êtes. Sans, j'emploie un autre vocabulaire que j'aime pas trop, qui vient du développement personnel, mais sans chercher une validation des autres. Ce que je suis, je le suis. Même en présence de l'autre. Même en présence de l'autre qui est censé m'aimer. L'amour serait peut-être plus facile si on n'attendait pas tout de l'autre. Tout, c'est-à-dire qui mette fin à ma solitude, qui mette fin à mon incertitude. C'est une erreur.
Même les micros ne savent plus très bien qui ils sont. J'éclaircis les choses. L'amour serait moins douloureux si précisément la demande amoureuse ne consistait pas à demander à l'autre ce qu'il ne peut absolument pas me donner, c'est-à-dire la certitude d'être celui que je suis. Et c'est pourtant ce qu'on demande dans l'amour. Quand j'entends parfois des gens dire « Ah, mais moi je me sens exister à travers les yeux de mon mari ». Je comprends pourquoi je ne suis pas mariée. Vous voyez, ou alors c'est le premier degré, c'est-à-dire souvenez-vous, dans notre deuxième partie, on a parlé de cette incertitude métaphysique de l'être. Je ne suis pas certain d'être ce que je suis. Sauf quand, au moins, je vois un selfie, je dis, ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça, on était là, monsieur et moi, on était là ce dimanche matin. Mais cette incertitude, c'est l'incertitude aussi que j'éprouve au sein de cette grande solitude qui est je suis absolument non accompagnée. Je suis ce que je suis. Et la réponse sur celui que je suis, je peux l'obtenir d'autres. Mais je dois d'abord me la donner au sein de cette solitude. Et au sein de cette incertitude d'être celui que je suis. Mais dans l'amour, précisément, alors Winnicott parle beaucoup de la relation à la mère. Vous savez, c'est le psychanalyste qui a mis au point cette notion de la mère suffisamment bonne. Suffisamment bonne pour me permettre d'être seule, en présence d'elle. Mais dans l'amour, précisément, je cherche à ce qu'on transforme l'incertitude fondamentale qui est la mienne sur le fait d'être celui que je suis en certitude. Pour un temps, je suis celle que Jean-Claude aime. On l'entend, enfin, je pense même, je l'ai dit, moi, ça me fait exister, enfin, ça me prouve que j'existe. D'où le fait que la rupture amoureuse, c'est un deuil. Vous n'avez pas perdu quelqu'un, ce n'est pas l'autre qui est mort, vous êtes mort pour l'autre. Il faut mesurer la profondeur de la rupture amoureuse. Donc je suis renvoyée à cette certitude que j'ai voulu fuir dans l'amour. Et il y a même plus que cela dans la demande amoureuse. Il y a une élection. Je veux être l'unique. C'est parce que c'était moi. Parce que c'est toi, parce que c'est moi. Ça doit être unique. C'est la difficulté et la douleur aussi du chagrin d'amour. Vous savez, les gens qui vous disent « Non, mais attends, un de perdu », moi j'ai envie de les étrangler. Parce qu'en fait, c'est celui-là que je voulais. Je ne veux pas les 10 autres qui m'attendent en salle d'attente. Et je voulais être celle-là pour lui. C'est ça l'élection dans l'amour. Donc c'est surtout pas un de perdu, 10 de retrouvé. C'est un de perdu à jamais. On a l'impression que quand on a une rupture amoureuse, c'est l'amour qui est mort. C'est Nicoletta qui le dit. Il est mort le soleil quand tu m'as quitté. Ouais. Moi, je préfère me passer Nicoletta que mes amis qui me disent « Non, mais attends, il n'était pas fait pour toi. Laissez-moi écouter Nicoletta, c'est elle qui a raison. Il est mort le soleil quand tu m'as quitté. » C'est-à-dire que dans la rupture amoureuse, on a le sentiment que l'amour meurt. Alors, pour ne pas vous laisser avec ce problème, il y a une solution philosophique qui fonctionne. Non, mais qui fonctionne? Parce qu'on rit, c'est terrible le chagrin d'amour. Être mort pour quelqu'un, c'est terrible. Vous savez, en plus, quand les amis vous disent « Non, mais il m'a dit qu'il voulait plus du tout entendre parler de toi. » Parce qu'on espère un peu. Vous voyez, on voit madame, on lui dit « Tu as vu Jean-Claude ?»« Ouais, mais enfin, il veut vraiment plus du tout entendre parler de toi. » D'accord. Il y a une solution, je vous la donne. Livre 5 des Natura Rerum. Il y a des philosophes dans je crois que c'est le 5, ouais, je suis quasiment sûre. De la nature des choses de Lucrèce. C'est ancien comme méthode. Que vous dit Lucrèce? Donc, il analyse le sentiment amoureux, c'est à mon sens la meilleure et l'unique, exclusive, définitive analyse du sentiment amoureux, c'est chez Lucrèce, livre 5 de la nature des choses. Donc il décrit le fait d'être unique, d'exister pour l'autre, l'élection. Et il dit, bon, alors, survient le chagrin d'amour. C'est fatal, hein, faut pas se leurrer quand même. Et il dit, la seule solution, c'est ce qu'on a pu appeler la Vénus vagabonde. Pourquoi? Parce que quand
survient la rupture amoureuse, je l'ai dit avec Nicoletta à l'appui, on a l'impression qu'on ne pourra plus jamais aimer. Non, c'est plus possible. Non, l'amour est mort. L'amour est mort. C'est ça qui est douloureux. C'est pas un tel qui veut plus me parler. L'amour est mort. Eh bien, pour remédier à ce problème, Lucrèce vous propose de tomber amoureux du premier venu. De la première venue. Pourquoi ? Parce que ça casse ce mythe de l'unicité. Mais c'est Jean-Claude que j'aimais. Mais pas du tout. Regarde Jean-Pierre. C'est pas un perdu de 10 de retrouver. C'est en fait, t'as rien perdu. Tu crois que t'as cru un moment que c'était Jean-Claude et que lui, et que tu pourras plus aimer si tu l'aimes plus, s'il t'aime plus. Mais pas du tout. Tu vas aimer Jean-Pierre. Et puis ne reste pas trop longtemps avec Jean-Pierre. Passe à Jean-Claude. C'est la Vénus vagabonde. Et ça guérit de l'idée d'unicité. L'idée que ça ne peut se passer qu'avec Jean-Claude. Ce n'est pas vrai, dit Lucrèce. Et je vous promets, c'est parmi les remèdes de philosophie. Je l'ai beaucoup dispensé. J'ai l'impression, quand je vois de nouveaux arrivants dans nos cercles d'amis, qu'on va se prendre en selfie, que ça marche. Donc voilà, c'était pour ne pas vous laisser désemparer avec ces... Mais, revenons à l'essentiel. Le selfie interdit dans les musées, mais pas dans la vie. À moins d'être cartésien, on l'a vu. À moins de lire Winnicott, de trouver un psychanalyste de l'école de Winnicott. En France, c'est difficile. Et qui m'apprennent à la capacité d'être seul en présence de l'autre. Ça ne veut pas dire que j'écoute pas l'autre, que l'autre ne compte pas. Il compte, mais il compte aussi bien en s'absentant. Et moi, je compte aussi bien en sa présence qu'en son absence. Le moi est ma ressource. Ce que je suis, je le suis. Je suis, j'existe. Finalement, qui avait raison et qui a sans doute raison ? Descartes. Je suis, j'existe. Cette affirmation de moi qui est en fait l'affirmation du fait de s'appartenir. Mais s'appartenir, c'est être seul. C'est être non accompagné. S'appartenir est sans doute le premier socle du moi. Et même, on nous parle beaucoup, il faut aller aux autres, il faut s'ouvrir. Oui, mais vous n'avez quelque chose à donner, à ouvrir pour les autres que si d'abord vous vous appartenez. Si jamais l'identité personnelle, et j'aime pas tellement le mot d'identité personnelle, si jamais ce que je suis ne valait pas beaucoup, s'il fallait absolument ouvrir, il se pourrait que ce que sont les autres ne valent pas beaucoup non plus. Donc la grande leçon, à mon sens historique, de Descartes par rapport à la question qui vous travaille sur les selfies, c'est que cette capacité à être soi, cette capacité à dire « je suis, j'existe », est la seule sécurité ou certitude que nous puissions avoir. Donc, c'est Descartes, et avec lui qu'il faut réaffirmer, et sans selfie, donc je vais vous libérer, sans selfie, ego sum, ego existo. Je vous remercie. Bien. Merci Laurence. Alors, ceux qui ne savent plus très bien qui ils sont, comme moi, enfin je ne le savais pas avant non plus, mais se mettre d'un côté, les autres peuvent poser des questions. Si vous avez des questions sur la méthode philosophique, n'hésitez pas, ou autre chose d'ailleurs. On a souvent demandé ça. Quelqu'un veut se lancer ? Et c'est bien le livre 5 des Natura Rerum ? Je voulais dire quelque chose de marrant sur Winnicott, parce que son prénom c'est Donald. Oui. On est d'accord. Non, mais je voulais pas en rajouter. Mais c'est vrai que quand vous dites Winnicott, dans l'Assemblée, il y a souvent des... non, attends, il s'appelle comme ça. Oui, oui. Mais vous êtes d'accord pour dire que c'est... Pour moi, c'est le plus grand. C'est un des très grands, non ? Donald Winnicott, ça s'invente pas. Ah ben voilà, ces grands concepts. Alors, ces grands concepts de Winnicott, c'est la mère suffisamment bonne. L'inverse de la mère poule, pour le dire vite.
La mère poule, elle croit qu'elle est bonne parce qu'elle ne va pas s'absenter, elle ne va pas faire subir à son enfant l'absence. Alors que la mère suffisamment bonne, très bonne mère, la très bonne mère, elle n'est pas suffisamment bonne. La mère suffisamment bonne, je le dis rapidement, elle permet à l'enfant d'être seul en l'absence de sa mère. Il y a aussi l'objet transitionnel. Alors moi, mais quand j'ai lu Jeu et réalité, ça a été un choc. L'objet transitionnel, je le dis rapidement, vous êtes d'accord ? La grande difficulté pour nous humains, c'est d'avoir un rapport au monde, c'est-à-dire à la réalité. Je pense que notre grand problème, c'est le réel, quel qu'il soit. Nous, humains, avons inventé des tas de choses pour nous mettre en vacances du réel. La philosophie, c'en est une. Hein. Pendant qu'on fait de la philosophie, là, on met un peu le réel à l'écart. La grande difficulté, c'est donc, et très vite, c'est d'affronter ce réel. Pourquoi ? Mais pour le dire vite, hein, mais le réel, c'est ce que dira Lacan, si on en cite un autre, c'est contre quoi on se cogne. Le réel, il est, moi je préfère le dire avec Pascal. Pascal dit, dans les pensées, il n'y a rien de plus réel et rien de plus terrible. Le réel est terrible. Le réel, c'est le silence éternel des espaces infinis. C'est ça, le réel. Le réel est totalement muet et indifférent. Il peut me rendre heureux comme malheureux, m'exaucer comme broyer mes désirs, et il est indifférent. Et nous cessons de vouloir... c'est bien si j'y mettais un petit peu de géranium, là, ça serait plus joli sur le réel. Le réel est indifférent à nous. C'est insupportable pour nous humains. C'est ce qui va amener quelqu'un comme Camus à dire que, à franchir une étape supplémentaire et dire c'est la situation absurde. Il l'a appelé le divorce entre l'homme et le monde, un divorce irréconciliable. Le monde n'a pas besoin de moi. Le réel n'a pas besoin de moi. Le réel sera réel, quoi, ce qui se passe pour vous. Et donc, la chose la plus difficile, je pense qu'on passe sa vie à ne pas affronter le réel. Mais c'est pas pathologique, c'est humain. Et pour le bébé, l'enfant humain, ça dure très longtemps. C'est parmi les animaux celui qui met beaucoup de temps à pouvoir devenir autonome. Le moyen d'affronter le réel, c'est-à-dire, vous l'aurez compris chez Winnicott, ce lieu où je dois affronter la grande solitude. C'est-à-dire la capacité à pouvoir m'appuyer sur moi et être seul en présence des autres. Eh bien, il y a une étape transitionnelle, de transition, où on va garder quelque chose de cette sécurité de la fusion que j'expérimente avec ma mère, et ça va être mon doudou. Et en même temps, je vais affronter le monde, mais avec mon doudou. Ce qui fait que quand on perd son doudou, l'enfant est ramené à cette solitude fondamentale dont j'ai parlé, et il faut donc une maturité, une maturation, une solidification du moi, des assises, la force du moi, dit Winnicott, pour pouvoir affronter le monde seul. Mais puisqu'on parlait des selfies, vous m'y faites penser, peut-être que nos téléphones portables sont des objets transitionnels. En tout cas, nous ne sommes pas seuls. J'ai mon iPhone. Question ? Alors, écoutez, je vais y aller géographiquement, je viens vers vous. Vous avez parlé du selfie et... Je ne vous ai pas vu, je ne vous vois pas. Hein. Vous avez parlé du selfie et très rapidement, vous avez parlé du post. Est-ce qu'on peut réellement dissocier le selfie du post ? Est-ce que, je ne suis pas spécialiste, mais est-ce que le selfie par lui-même est suffisant ou le selfie ne vaut que parce qu'il va être posté ? Alors, je ne suis pas spécialiste non plus, hein, je n'ai pas de compte Instagram. Je pense qu'il y a les deux buts visés il y a deux buts visés. Il y a un point commun qui est tout ce que j'ai pu énoncer, hein, l'insécurité, l'impossibilité d'être seul en présence de l'autre, etc. Donc le socle est commun. Je pense que le selfie vise à dire j'y étais. Donc c'est ces obligations permanentes que nous avons dans nos vies parce que nous sommes sommés d'en être, enfin d'être là, j'y étais, y compris dans des lieux où il ne faut pas
se dire j'y étais, mais j'ai vu, à la limite, j'y étais pas, parce que ce qui comptait, c'était pas moi, c'était la Joconde. Alors que je pense que le poste est nourri, la différence est subtile, je ne ferai pas une différence énorme, mais le poste est nourri par le fait que de nos jours, on nous somme d'être une petite entreprise. C'est-à-dire de gérer notre moi. Vous avez vu l'inflation du mot gérer. Je l'entends pour tout. Les hommes politiques, j'ai chaque fois envie de leur dire, mais vous ne gérez pas, vous faites de la politique. On gère tout. J'ai même entendu, hier, je citerai personne, j'étais incapable. Non, mais il faut que je gère mes enfants. Je suis contente de ne pas en avoir. Mais, vous voyez, il y a une inflation du mot gestion. Mais les mots, c'est important, les mots. Et je pense que cette inflation, c'est dû au fait qu'effectivement, nous sommes devenus des experts comptables, gestionnaires de notre propre vie. Tout le développement personnel, mais ça nous amènera ailleurs, la littérature de développement personnel vous demande de gérer votre vie comme une entreprise. Et donc je pense que le poste, l'instagramisation, c'est pour dire « mais regardez ma petite entreprise florissante ». Et en plus, c'est pas seulement que j'y étais, à Mona Lisa, j'y étais à Agen. Regardez, on a fait des selfies. Mais je suis heureux. Je pense que c'est un bonheur, c'est l'obligation d'être heureux d'un gestionnaire heureux. Vous voyez, je pense qu'il y a 2 buts visés. Gestionnaire heureux. Ce qui condamne, par parenthèse, ce qui conduit à faire du négatif dans nos vies, parce qu'il y a du négatif, on a parlé de la rupture amoureuse, à faire du négatif dans nos vies, 2 choses. À le mettre à la fois hors la loi, vous n'avez pas le droit de dire « non, mais je suis malheureuse, c'est Jean-Claude que je veux ». Donc à le mettre hors la loi, à le pathologiser. Non, mais tu vas pas rester comme ça malheureux, c'est pas bien. Il faut que tu fasses ton travail de deuil. Il faut que tu gères cette rupture. Et l'autre chose, c'est en faire l'occasion d'aller mieux. Vous savez, le nombre de personnes qui vous disent « non, mais la crise, en chinois, ça veut dire, je sais pas quoi, l'occasion d'être mieux ». C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que le négatif, on l'escamote. C'est pas vraiment du négatif, c'est l'occasion d'aller mieux. Je vous dis pas que je prône le fait d'aller mal, C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que dans nos vies, si nous ne donnons pas une dignité au négatif, la maladie, la rupture amoureuse, l'échec, le harcèlement moral, l'injustice, nous ne donnerons pas de la dignité au positif. On ne va pas au positif en escamotant le négatif. D'où le contresens qu'on fait en permanence sur cette phrase malheureuse de Nietzsche, « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». D'abord, c'est ce qu'on en dit n'est absolument pas ce qu'a voulu dire Nietzsche, mais ce qui ne me tue pas ne me rend pas plus fort, mais me blesse. La dignité de nos blessures fera la dignité de nos joies, mais pas l'une sans l'autre. Et vous voyez, je pense que ce côté de ripolliner en postant, ça pathologise et met hors la loi le négatif. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des dimanches avec des amis où on mangeait un super velouté au potiron, où j'ai pas été heureuse. Mais c'est ça aussi, la vie. Oui. Une question ici, et ensuite là-bas et après. Le selfie est une image. Oui. Donc, il y a 2 dimensions. Pourtant, le moi est mouvant. Donc, le moi, ce oui. que nous sommes, oui. il est mouvant, oui. il est vivant. Oui. Alors, quid de la 3e dimension, de l'intériorité, etc. C'est-à-dire, alors peut-être qu'il faut faire une suite de selfies, ça devient un film, mais ça reste toujours en 2 dimensions. Voilà, c'était ça ma question. Et c'est ma 2e partie. Dimension. Votre question est ma 2e partie. Sur Descartes. Bah non, les cartésiens ils ne se posent pas à votre question. Mais toute votre question, c'est ma 2e partie, c'est-à-dire le selfie, c'est pas moi. C'est moi extériorisé, ce que vous appelez une image. Donc en fait, j'aurais beau faire plein de selfies, je ne toucherai jamais du doigt, il n'y aura jamais un selfie qui me dira « Ah oui, ça fait ça d'être toi ». Hannah Arendt disait « La singularité du moi ». Et pour elle, qu'est-ce qui fait toucher du doigt la singularité du doigt? C'est la morale. La morale me somme en personne. C'est pas délégable, c'est pas un autre, c'est pas mon image. C'est moi en personne. Ça me fait même me connaître. Mais justement,
Ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on aura beau faire on fait des selfies pour essayer d'atteindre ce que jamais un selfie n'atteindra. Ce que ça fait qu'être moi. Ça me donnera une assurance sur ce qui n'est absolument pas assuré. Qu'est-ce que ça fait d'être moi? Mais ça restera, ce que vous avez dit, une image. Mon intériorité, c'est ma conversation avec mon neurologue. Ce que ça fait qu'écouter, de lire la seconde de Beethoven, de Descartes, c'est pas objectivable. Jusqu'à présent, c'est pas objectivable. Donc effectivement, ce que j'essaie de faire avec le selfie, c'est objectiver ce qui n'est pas objectivable. Ce que ça fait qu'être moi. Vous objectivez pas un vécu. Et le vécu d'être soi, c'est non objectivable. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement, on prend beaucoup. Quand on commence à faire des selfies, on en fait beaucoup. Mais parce que la réponse n'est pas donnée. Ce que ça fait qu'être moi, je pense que je ne le sais pas. Alors on dit que c'est Dieu, par exemple. C'est très logique. Le Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Ça répond à cette problématique. Dieu ne vous voit pas comme un autre. Il ne vous voit pas de l'extérieur. Il sonde les reins, vous imaginez, et les cœurs. Précisément, c'est résoudre cette difficulté. Comment je peux savoir ce que c'est qu'être un sujet en l'objectivant? D'où le fait que quand on fait un selfie, on en fait 100. Alors, comme il est midi et qu'il y a une autre séance qui se profile, je suis désolé. Merci beaucoup, Laurence.